Mon mari voulait divorcer sans savoir que je gagnais 450 000 euros. Il m'a dit qu'il ne voulait pas d'une femme qui ne travaille pas. Quelques semaines plus tard, il était fiancé à ma meilleure amie. Mais lorsque le karma l'a rattrapé, il est devenu blême. C'est mon histoire. Une histoire de trahison si profonde, si calculée, qu'elle aurait dû me détruire. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'en me poussant dans mes derniers retranchements, ils n'ont pas réveillé une victime affaiblie par la maladie. Ils ont réveillé une stratège. L'odeur de l'antiseptique. Aigre, chimique, elle me collait à la gorge. Le bip régulier du moniteur cardiaque, juste à côté de mon oreille, était la seule ponctuation dans le silence cotonneux de ma chambre d'hôpital. C'était mon univers depuis l'opération. Un univers blanc, flou à cause des analgésiques. J'essayais de me concentrer sur ma respiration, sur le va-et-vient douloureux de mes poumons, sur le lent retour de mes forces, quand la porte s'est ouverte dans un grincement. C'était Mathieu, mon mari. « Hug, ça sent le désinfectant ici », furent ses premiers mots. Pas un « comment te sens-tu », pas un « tu m'as manqué », pas même un regard vers la perfusion accrochée à mon bras. Juste une plainte. Il s'est approché du lit, son beau manteau d'hiver encore boutonné. Son visage était fermé, illisible. Il semblait impatient. Puis, sans un mot de plus, il a sorti une carte de visite de la poche de sa veste. Le carton était rigide, cher. Il l'a jetée sur ma tablette de lit, juste à côté de mon verre d'eau. Elle a atterri avec un petit bruit sec. « Ariane, je veux le divorce. » Les mots ont flotté dans l'air stérile de la chambre. Ils semblaient n'avoir aucun sens. J'ai cligné des yeux, certaine d'avoir mal entendu, que c'était un effet secondaire des médicaments. Mais son regard était dur, froid. Ce n'était pas le regard de l'homme que j'avais épousé. C'était le regard d'un étranger, un regard d'évaluation. « Je ne peux pas continuer comme ça », a-t-il poursuivi, son ton montant d'un cran, comme s'il récitait un discours préparé. « Je ne peux pas vivre avec une femme qui reste assise à la maison toute la journée. Je porte tout sur mes épaules. J'ai besoin de quelqu'un qui me soutienne, quelqu'un qui comprenne ce qu'est le vrai travail. Le vrai travail. » Ces mots m'ont frappé plus fort que le diagnostic de ma maladie. Et puis, le coup de grâce. L'insulte finale. « Tu me verseras une pension de 1 000 euros par mois. Vu ce que je t'ai offert pendant 13 ans, c'est la moindre des choses. » Derrière lui, dans l'embrasure de la porte, une silhouette est apparue. Elle était restée en retrait, dans l'ombre. Karine. Ma meilleure amie. Mon témoin de mariage. La marraine que j'aurais choisie si nous avions eu des enfants. Elle s'est avancée dans la lumière blafarde du néon. Elle portait une nouvelle robe. Elle a posé sa main sur l'épaule de Mathieu, un geste possessif, protecteur. Sur son visage, un mélange écœurant de pitié feinte et de triomphe non dissimulé. Mon cerveau, habituellement si rapide, si analytique, s'est mis en veille. La douleur de ma cicatrice chirurgicale, une ligne de feu sur mon abdomen, n'était absolument rien comparée à la douleur glaciale qui venait de me déchiqueter la poitrine. Ils étaient venus ensemble. Ils avaient planifié cela. Pendant que je comptais les heures entre 2 doses d'antidouleur, ils planifiaient leur avenir sur les ruines de ma vie. Leur erreur ? Ils ont confondu ma maladie avec de la faiblesse. Ils ont confondu mon silence avec de la stupidité. Mon cerveau de stratège, engourdi par le choc, s'est soudainement remis en marche. Donnés, ils sont ensemble. Aucune culpabilité visible. Prémédité. Demande financière irrationnelle basée sur une fausse prémisse. La douleur était là, immense, mais la colère commençait à la remplacer. Une colère froide, calculatrice. Une colère pure. J'ai pris une grande inspiration, malgré le tiraillement que cela provoquait dans mes côtes. J'ai regardé Mathieu. Puis j'ai regardé Karine. D'accord, Mathieu. Divorçons. Le silence qui a suivi fut assourdissant. Leurs 2 visages affichaient une stupeur totale. Mathieu avait la bouche entr'ouverte. Karine avait perdu son sourire suffisant, ses yeux s'étaient arrondis. Il s'attendait à des larmes. À des supplications. À ce que je m'effondre.
Il ne s'attendait pas à ce que la femme qui ne travaille pas accepte si calmement, si cliniquement. Mathieu a bafouillé, c'est tout? D'accord? Oui, ai-je dit, ma voix étonnamment stable. Maintenant, sortez. L'odeur de ton parfum, Karine, me donne la nausée. J'ai besoin de me reposer. Ils sont partis, visiblement déstabilisés, chuchotant avec colère dans le couloir. Avant de vous raconter comment j'ai méticuleusement préparé ma revanche, comment j'ai démonté leur petit monde pièce par pièce, j'aimerais prendre une seconde pour vous remercier d'être là. C'est la première fois que je raconte cette histoire publiquement, dans tous ses détails. J'aimerais savoir d'où vous m'écoutez aujourd'hui. De quelle ville de France? De Lyon, de Paris, de Marseille? Ou peut-être d'un autre pays, de Belgique, de Suisse, du Canada? Quelle heure est-il chez vous en ce moment? Laissez-moi un commentaire juste en dessous, j'aimerais beaucoup savoir qui compose cette communauté qui s'est rassemblée pour m'écouter. Maintenant, reprenons. Mathieu et Karine pensaient m'avoir anéanti. Ils pensaient avoir porté le coup de grâce à une femme déjà à terre. Ils ne savaient pas que mon cerveau avait déjà commencé à ébaucher les plans du chapitre suivant. Et ce chapitre n'allait pas du tout être en leur faveur. Tout avait commencé si différemment. Sur les bancs de l'université à Lyon. La vie était pleine de promesses. Mathieu était le charmeur, le type solaire qui pouvait vendre n'importe quoi à n'importe qui. Il avait une énergie qui attirait les gens. Karine était mon amie, mon ombre, ma complice. La reine des soirées, pétillante, drôle, toujours au centre de l'attention. Et moi, Ariane, j'étais la tête pensante. La fille calme, observatrice, passionnée par la logique, les données, les systèmes complexes. Celle qui organisait les week-ends et s'assurait que tout le monde rentre en sécurité. Peut-être que nos différences étaient ce qui nous avait attirés. Mathieu disait que je le calmais, que j'étais son encre. Nous nous sommes mariés à 25 ans, une belle journée d'été au parc de la Tête d'Or. Mathieu a rapidement gravi les échelons pour devenir directeur régional des ventes dans une grande entreprise de distribution. Il avait un vrai travail, comme il aimait le dire. Des déjeuners clients dans les meilleurs bouchons lyonnais, des objectifs de vente trimestriels, des déplacements constants. Il portait des costumes chers et parlait fort au téléphone. Moi, j'ai choisi une voie différente. Plus silencieuse. J'ai lancé mon activité de consultante indépendante en stratégie, spécialisée dans un domaine de niche, les biotechnologies. Je travaillais de chez moi, dans notre bel appartement du 6e arrondissement, celui que j'avais loué avant notre mariage. Mon bureau donnait sur le parc, et j'aimais le calme. Pour Mathieu, mon travail était un hobby glorifié. Un passe-temps. Il me voyait en tenue décontractée, devant mon ordinateur, un casque sur les oreilles, et il ne comprenait pas. Il ne pouvait pas comprendre que mes petits chiffres étaient des analyses de risque pour des fonds d'investissement scandinaves valant des millions d'euros. Il ne comprenait pas que mes réunions étaient avec des PDG à Copenhague, des chercheurs à Boston, des investisseurs à Tokyo. Tu t'amuses encore avec tes graphiques, chérie, me lançait-il le matin en ajustant sa cravate. N'oublie pas de sortir prendre l'air, de vivre un peu. Au début, j'essayais de lui expliquer. Je lui parlais d'essais cliniques, de projections de marché, de brevets. Mais ses yeux devenaient vitreux. Il bâillait. Alors, j'ai arrêté. J'ai laissé tomber. Son incompréhension était devenue une sorte de bouclier confortable pour moi. Je n'avais pas besoin de sa validation pour réussir. Mon revenu était substantiel. Bien plus que le sien, surtout les bonnes années. Mais j'étais discrète. Je gérais mes finances méticuleusement, comme tout le reste. L'argent entrait sur un compte professionnel à mon seul nom. C'était ma sécurité, mon fonds pour les mauvais jours, mon indépendance. Je n'aurais jamais imaginé que le mauvais jour serait un ouragan portant les visages de l'homme que j'aimais et de la femme que je considérais comme ma sœur. Nous avions décidé d'un commun accord de ne pas avoir d'enfants. Nos carrières nous comblaient, et nous aimions notre liberté. 4 ans après notre mariage, Karine a épousé Bastien. Un homme bien, un architecte brillant, mais souvent absent, absorbé par des projets d'envergure à l'étranger. La dynamique de notre trio est devenue un quatuor, du moins,
en apparence. Karine se plaignait souvent de la solitude, et naturellement, Mathieu et moi étions son filet de sécurité. Surtout Mathieu. Je repense à cette époque avec une boule au ventre. Tout semblait si parfait. Les dîners, les week-ends à Annecy. Une façade parfaite, entretenue avec soin. Mais une façade, aussi belle soit-elle, reste une façade. Et je n'avais pas vu la première fissure qui commençait à apparaître, juste sous mes yeux. Une fissure que quelqu'un s'appliquait à creuser. La fissure a pris la forme d'une grossesse. Celle de Karine. Bastien, comme à son habitude, était en charge d'un énorme projet à Dubaï. Un contrat de plusieurs mois. Karine était donc seule pour gérer les premiers mois, souvent difficiles, de sa grossesse. Et Mathieu. Mathieu s'est transformé. Du jour au lendemain, mon mari, cet homme qui avait toujours affirmé que la paternité n'était pas pour lui, qui grimaçait quand un enfant pleurait dans un restaurant, est devenu obsédé par la grossesse de Karine. Il a commencé à prendre des jours de congé. Pas pour moi. Pas pour nous. Pour elle. Je dois emmener Karine à son rendez-vous chez le gynécologue, m'a-t-il annoncé un mardi matin, comme si c'était la chose la plus normale du monde. J'ai levé les yeux de mon écran, surprise. Quoi? Pourquoi? Elle ne peut pas prendre un taxi ou un VTC? Bastien ne peut pas rentrer? Son visage s'est durci. Ariane, elle est stressée. Elle est seule. C'est notre meilleure amie. Franchement, ton manque d'empathie me déçoit. Tu es tellement froide parfois. Son accusation m'a laissé sans voix. Moi, manquer d'empathie? J'avais passé le week-end à préparer des plats pour Karine et à les congeler. Je lui avais proposé de faire ses courses, de venir lui tenir compagnie. Mais l'accompagner à un rendez-vous aussi intime? Mathieu, ai-je tenté de raisonner, ma voix calme, logique. Bastien est son mari. C'est à lui de gérer ça, même à distance. Il peut lui envoyer de l'argent pour un chauffeur privé. Tu dépasses les bornes de l'amitié. Ce n'est pas ta place. Ce n'est pas logique. Il a explosé. Une colère soudaine, disproportionnée. Arrête avec ta logique. Tu ne comprends rien. Tu es comme un robot. C'est de l'émotion pure. Tu ne sais pas ce que c'est, la peur d'une future mère. Ces mots étaient injustes, cruels. Mais c'était la façon dont il la défendait qui m'a alertée. Une ferveur quasi religieuse, une indignation personnelle. J'ai tenté de lui faire part de mes inquiétudes. Tu agis comme si tu étais le père, Mathieu. Les gens vont parler. Tes collègues, nos amis. C'est étrange. Il a ri. Un rire sec, méprisant, que je ne lui connaissais pas. Tu es juste jalouse. C'est ça. Tu es jalouse parce qu'elle va avoir quelque chose que tu as refusé. Jalouse parce que tu as choisi tes petits chiffres plutôt qu'une vraie famille. C'était la première fois. La première fois qu'il utilisait notre choix de vie commun, une décision prise à deux, comme une arme contre moi. J'ai reculé, comme si j'avais été giflé. C'était un drapeau rouge. Un immense drapeau rouge clignotant. Et pourtant, stupidement, je l'ai ignoré. Je l'ai mis sur le compte du stress, de sa grande générosité. Je me suis réfugié dans mon travail, dans mes contrats, dans cet univers où tout était logique et quantifiable, où A plus B donnait toujours C. La petite Léa est née. Bastien a eu du mal à trouver un vol, il est arrivé avec 12 heures de retard. Quand je suis arrivée à la maternité, Mathieu était déjà là. Il était dans la chambre, tenant la petite Léa dans ses bras. Et il pleurait. De grosses larmes silencieuses roulaient sur ses joues. Karine, depuis son lit, m'a souri. Un sourire fatigué, mais étrange. Regarde-le, Ariane. N'est-ce pas adorable? Il est déjà gaga. Je me suis sentie de trop. Je me suis dit que j'étais paranoïaque. Que c'était beau, cette amitié. J'étais une stratège de haut vol dans ma vie professionnelle, capable d'anticiper les mouvements du marché à 6 mois. Mais dans ma vie personnelle, j'étais une idiote. J'ignorais délibérément les données qui contredisaient la conclusion que je voulais, celle que mon mari m'aimait et que ma meilleure amie était loyale.
Mais l'incident suivant allait rendre tout déni impossible. Les années ont passé. 6 ans. Léa avait 6 ans. J'avais 36 ans. Ma relation avec Mathieu était devenue fonctionnelle. Nous coexistions. Il était souvent en déplacement professionnel et je plongeais dans mes contrats, qui devenaient de plus en plus complexes, de plus en plus lucratifs. Je travaillais plus, je gagnais plus, et je mettais plus d'argent de côté. Une sorte d'instinct de survie financier que je ne m'expliquais pas encore. Un vendredi matin, Mathieu s'est préparé avec un soin particulier. Son meilleur costume, celui réservé aux très grands comptes. Sa belle montre. Gros déjeuner client aujourd'hui, m'a-t-il lancé en nouant sa cravate. De l'autre côté de la ville. Je ne rentrerai pas avant tard ce soir. Ne m'attends pas. D'accord. Bonne chance, ai-je répondu, à peine levé les yeux de mon analyse. Ce même jour, c'était la petite cérémonie de remise de diplôme de maternelle de Léa. J'avais envoyé un magnifique livre d'art pour enfants en cadeau. Bastien, encore une fois, était coincé à l'étranger. Berlin, cette fois. Karine s'en était plainte amèrement au téléphone la veille. Ce soir-là, épuisé par une journée de négociation, je parcourais distraitement les réseaux sociaux avant de dormir. C'est là que je suis tombée sur une publication de l'école privée de Léa. Une galerie de photos de la cérémonie de l'après-midi. Et mon cœur s'est arrêté. Sur la 3e photo, il était là. Mathieu. Rayonnant. Il tenait Léa dans ses bras. La petite fille, adorable dans sa petite toche bleue, riait aux éclats. À côté d'eux, Karine, souriante, posait sa tête sur l'épaule de mon mari. Il ressemblait à une famille. Une famille parfaite. Une famille heureuse. Mon estomac s'est noué. Le déjeuner client très important était un mensonge. Un mensonge éhonté. J'ai attrapé mon téléphone. J'ai appelé Karine. Ma voix tremblait de rage. Je n'ai même pas dit bonjour. Ariane? Tout va bien? Sa voix était enjouée, faussement insouciante. Pourquoi Mathieu était à la cérémonie de Léa? Il y eut un court silence. Un silence où j'imaginais son cerveau calculer à toute vitesse. Oh, ça! Pauvre Bastien, encore coincé à Berlin, tu sais ce que c'est. Léa était si triste qu'il n'y ait pas de papa pour elle, pour la photo. Alors Mathieu s'est dévoué. Il a annulé son déjeuner pour elle. C'est adorable, non? Il est tellement génial avec elle. Il est comme son père, tu ne trouves pas? Comme son père. Cette phrase. Encore. La froideur de sa réponse, le naturel de son mensonge. J'ai dû m'asseoir sur le bord de mon lit. Le monde tanguait. Tu m'as menti. Vous m'avez tous les deux menti. Il m'a dit qu'il avait un client. Oh, Ariane, ne sois pas si dramatique, a-t-elle ri. Un petit rire agaçant, condescendant. Mathieu savait que tu n'aimais pas ce genre d'événement émotionnel. Il ne voulait pas t'embêter avec ça. Et puis, tu étais sûrement très occupé avec tes petits chiffres. Franchement, tu devrais le remercier d'être si prévenant. J'ai raccroché. Je tremblais. Pas de tristesse. De rage pure. Une rage froide qui clarifiait tout. Ce n'était plus de la paranoïa. C'était une conspiration. Sérieusement? Comme son père. À ce moment-là, j'étais submergée. Dites-moi honnêtement, si vous aviez été à ma place, qu'auriez-vous fait? Quelle aurait été votre réaction face à tant de mépris et de mensonges de la part de votre mari et de votre meilleur ami? Auriez-vous tout fait exploser ce soir-là? Auriez-vous fait vos valises? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai vraiment besoin de savoir ce que vous en pensez, car cette nuit-là, j'ai failli tout abandonner. Mais ce soir-là, je n'ai rien fait exploser. Non. J'ai fait ce que je fais de mieux. J'ai pleuré de rage pendant 10 minutes, puis j'ai séché mes larmes. J'ai cessé d'être une amie aveugle et je suis devenue ce que je suis, une stratège. J'ai ouvert un nouveau dossier sur mon ordinateur. Un dossier verrouillé, crypté. Pas pour un client. Pour moi. Et j'ai passé un autre appel. Bastien. C'est Ariane. Il faut qu'on parle.
C'est urgent. Dès que tu rentres. Bastien est rentré de Berlin 2 jours plus tard. Il a senti l'urgence dans ma voix. Nous nous sommes vus dans un café discret, près de la gare de la Part-Dieu, loin de nos quartiers habituels. Bastien est un architecte. Il est méticuleux, logique, et il voit les détails que les autres manquent. Il est comme moi, à sa manière. Avant même que j'aie pu lui montrer la photo, il a posé son téléphone sur la table. Je m'en doutais, Ariane. Mais je n'avais pas de certitude. Il avait lui aussi des soupçons. L'attitude de plus en plus distante de Karine. Les dépenses inexpliquées sur leur compte joint. Les week-ends entre filles, qui semblaient toujours coïncider avec les déplacements professionnels de Mathieu. Étant un homme de méthode, il avait fait ce qu'il fallait. Il a ouvert une application. Un traceur GPS. J'ai installé ça sur sa voiture le mois dernier, dit-il, sa voix dénuée d'émotion, plate. Elle ne va pas voir sa mère à la campagne 3 fois par semaine. Il a cliqué sur un historique. Elle va ici. L'adresse était celle d'un hôtel discret près de l'aéroport de Saint-Exupéry. Le même aéroport où Mathieu prétendait aller chercher des clients internationaux pour sa société. Les données de géolocalisation étaient précises. 3 fois par semaine. Les mardis. Les jeudis. Parfois les vendredis après-midi. Les dates correspondaient parfaitement au déplacement de Mathieu. Les données étaient là. Claires. Froides. Irréfutables. Nous étions les deux idéologiques, trahis par le chaos émotionnel de nos conjoints. Que veux-tu faire, m'a-t-il demandé, son regard rencontrant le mien. Je veux les détruire, ai-je répondu sans la moindre hésitation. Ma voix était un souffle de glace. Nous avons commencé à échafauder un plan. Ce soir-là, nous avons cessé d'être des victimes et sommes devenus des alliés. Rassembler des preuves financières. Des relevés bancaires. Préparer les divorces. Nous allions gérer cela comme un projet. Proprement, méthodiquement, et de manière dévastatrice. Nous allions frapper au moment où il s'y attendrait le moins. Et puis, mon corps m'a trahi. Cela a commencé par une fatigue écrasante, que je mettais sur le compte du stress. Puis des douleurs articulaires si intenses que je ne pouvais plus taper sur mon clavier. Je pensais que c'était psychosomatique. Un matin, je me suis effondrée dans ma cuisine, en préparant mon café. Le diagnostic est tombé comme un coup près, après des semaines de tests. Une maladie auto-immune rare et agressive. Elle nécessitait une intervention chirurgicale lourde et un traitement à long terme. Depuis mon lit d'hôpital, quelques jours avant la première opération, j'ai regardé Bastien. Le plan est en pause, ai-je murmuré, la voix brisée par la douleur et la défaite. Mais il n'est pas annulé. La maladie était une prison. Une nouvelle trahison. Mais j'ai vite réalisé qu'elle était aussi un camouflage. Elle m'offrait une raison légitime d'être faible, d'être hors jeu. Elle me donnait le temps d'observer. De laisser Mathieu et Karine, qui ignoraient tout de nos découvertes, se sentir en sécurité. Se sentir victorieux. Pendant 2 ans, j'ai enduré les traitements. J'ai enduré la chimiothérapie, la perte de mes cheveux, la faiblesse. Et j'ai enduré leurs soins condescendants. Ce que j'ignorais, c'est qu'ils avaient leur propre plan. Ils devenaient impatients. Et ils étaient sur le point de le mettre à exécution, pensant que j'étais déjà fini. Ma convalescence a été longue. Terriblement longue. 2 ans. 2 ans à entrer et sortir de l'hôpital, mon corps en guerre contre lui-même. 2 ans où Mathieu et Karine ont joué la comédie de l'inquiétude. Karine venait me voir, m'apportant des magazines de mode et des sourires faux. Oh, ma pauvre chérie, tu as l'air si fatiguée, disait-elle en me tapotant la main, ses ongles parfaitement manucurés contrastant avec ma peau pâle. Tu devrais te laisser aller. Ne t'inquiète pas pour Mathieu, je m'occupe bien de lui. Elle le disait avec une lueur de défi dans les yeux. Un jour, elle m'a apporté une soupe maison. Je l'ai faite juste pour toi. Pleine de bonnes choses. J'ai senti l'odeur avant même de voir le contenu. Une odeur riche de bouillon et d'arachide. J'y suis mortellement allergique. Elle le savait. Nous étions amis depuis 15 ans.
Elle avait été là la fois où j'avais failli mourir dans un restaurant thaïlandais. Elle l'avait toujours su. Karine, ai-je dit, ma voix soudainement glaciale, malgré ma faiblesse. Il y a des cacahuètes là-dedans. Son visage a pâli une fraction de seconde, puis elle s'est mise à rire nerveusement, un son aigu qui m'a écorché les oreilles. Oh mon Dieu, Ariane, quelle idiote! J'ai complètement oublié. Avec tout ce stress, tu sais. Le traiteur, non, c'est moi, j'ai dû me tromper d'eux. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Elle a détourné le regard la première. Elle n'avait pas oublié. Mathieu, lui, avait une autre stratégie. Plus directe. Il parlait d'argent. Chérie, tu ne devrais pas t'inquiéter pour les factures, me disait-il en s'asseyant au bord de mon lit, l'air grave et responsable. C'est beaucoup pour toi. Tu dois te concentrer sur ta guérison. Mon assurance professionnelle couvre tout, Mathieu. Je n'ai pas à m'inquiéter, ai-je répondu, fatiguée. Oui, bien sûr, mais, la paperasse. C'est compliqué. Tu es si faible. Laisse-moi t'aider. J'ai parlé à un avocat, enfin, un ami, si tu signais juste une procuration générale, je pourrais gérer toutes tes finances. Juste pour t'aider. Pour que tu n'aies plus à y penser. Je m'occuperai de tout. Mon sang s'est glacé. Une procuration. Il ne cherchait pas à m'aider. Il cherchait à prendre le contrôle. Il voulait accéder à mes comptes. À l'argent dont il ne soupçonnait même pas l'ampleur. Il pensait que j'allais mourir, et il voulait s'assurer de récupérer l'héritage. Heureusement, j'avais une colocataire de chambre. Madame Renaud. Une lyonnaise pur jus, la soixantaine bien tassée, à l'esprit aussi vif que sa langue était pendue. Elle était là pour une prothèse de hanche et ne manquait rien. Le soir, après leur départ, elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Ma petite, a-t-elle lancé de sa voix rocailleuse, le regard de votre mari, ce n'est pas de l'amour. C'est le regard qu'on porte à un distributeur de billets qui est tombé en panne. Il secoue la machine pour voir s'il peut récupérer les pièces. J'ai eu un sourire faible. Et l'autre pain bêche avec sa soupe, a-t-elle continué. Le genre d'ami qui apporte une soupe mortelle à une malade, ça n'existe que dans les mauvais films. Ou alors, elle l'a fait exprès. Dans les deux cas, méfiez-vous. Ces deux-là, ils puent la charogne. Ces mots étaient durs, mais ils confirmaient ce que mon cerveau de stratège avait déjà conclu. Ils ne venaient pas me soutenir. Ils venaient vérifier si j'étais déjà morte. Leur impatience grandissait. Ils devenaient négligents. Et leur négligence, leur cupidité, les a conduits à commettre leur plus grosse erreur, ils m'ont sous-estimé. Ils pensaient que j'étais finie. Ils ne savaient pas que j'attendais juste le bon moment pour jouer ma main. Et cela nous ramène à ce jour. Le jour où ils sont venus ensemble dans ma chambre d'hôpital. Le jour où Mathieu a jeté cette carte de visite sur mon lit. Leur demande de divorce n'était pas une attaque. C'était leur dernière erreur stratégique. C'était l'ouverture dont j'avais besoin. Ils venaient de me donner la justification légale d'agir. Dès que la porte s'est refermée sur leur visage stupéfait par mon calme, d'accord, mon cerveau est passé en mode exécution. La douleur était toujours là, un feu sourd dans ma poitrine, mais elle était désormais un carburant. La tristesse s'était évaporée, remplacée par une clarté d'esprit absolue. J'ai pris mon téléphone sécurisé, celui que Mathieu ne connaissait pas. J'ai passé 3 appels. Le premier, à mon avocat, Maître Dubois. Un ténor du barreau lyonnais, spécialisé dans les divorces complexes. Maître. C'est Ariane. Ils ont fait leur mouvement. Mon mari et sa maîtresse viennent de me demander le divorce dans ma chambre d'hôpital, avec une demande de pension. Lancer la procédure de divorce pour faute. Adultère. Préparer la contraction pour les dommages et intérêts. Oui. Immédiatement. Utilisez tout le dossier que nous avons préparé. Le deuxième, à Bastien. C'est le moment. Sors Léa de la maison. Maintenant. Il était prêt. Il avait préparé un sac pour sa fille. En moins d'1 heure, Léa et lui étaient en route vers un endroit sur chez ses parents. Le troisième appel était le plus satisfaisant.
C'était à l'agence immobilière qui gérait l'appartement du 6e arrondissement. Bonjour, c'est Ariane Dubois à l'appareil. Je vous appelle concernant l'appartement du boulevard des Belges. Je suis la locataire principale. Je ne renouvelle pas le bail. Le préavis d'1 mois commence aujourd'hui. Il y eut un silence. L'agent immobilier me connaissait bien, je gérais tout. Mais, madame, votre mari? Vous êtes certaine? Cet appartement est mon bureau professionnel, ai-je coupé court, ma voix ne tolérant aucune discussion. Il est loué au nom de ma société de conseil. Je l'ai loué avant mon mariage. Mathieu y est hébergé à titre gratuit. Et je n'ai plus besoin de ce bureau. Veuillez lui signifier le congé. J'ai raccroché. J'ai ensuite appelé l'hôpital et demandé mon transfert dans une clinique privée, plus calme, sous un autre prétexte. Quelques jours ont passé. J'étais dans ma nouvelle chambre, luxueuse, avec vue sur le parc de la Tête d'Or. Mon téléphone personnel, que j'avais gardé éteint, s'est mis à vibrer. Je l'ai allumé par curiosité. 34 appels manqués de Mathieu. Je l'ai laissé sonner une fois de plus, le temps de me servir un thé. Puis j'ai décroché. Ariane. Mais qu'est-ce qui se passe, bordel? Il hurlait. En fond sonore, j'entendais des bruits de chaos, des objets qu'on déplace, et la voix stridente de Karine qui criait « Dis-lui. Dis-lui. Bonjour, Mathieu. Tu devrais te calmer, tu vas faire une attaque. De quoi parles-tu, ai-je demandé, ma voix aussi calme qu'un lac gelé. Les déménageurs. Il y a des gens de l'agence ici. Ils disent qu'on doit partir. Qu'on a 1 semaine pour vider les lieux. Je suis au milieu des cartons. C'est une plaisanterie? J'ai pris une gorgée de thé. Ah, ça? Non, ce n'est pas une plaisanterie. C'est normal. Normal? Comment ça, normal? Calme-toi, Mathieu. C'est simple. C'est mon bureau. Je l'ai loué avant de te connaître. Tu vivais chez moi, pas l'inverse. Et je n'ai plus besoin de ce bureau. Donc je résilie le bail. Un silence de mort. Un silence si profond que j'ai cru qu'il avait lâché le téléphone. Puis, j'ai entendu Karine hurler en arrière-plan, elle a dit que oui. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Oui, Karine. C'est exactement ce que j'ai dit. Et ce n'est que le début. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? La voix de Mathieu au téléphone est passée de la panique à l'incrédulité la plus totale. Il y avait une note aiguë de désespoir que je ne lui avais jamais entendue. Ton bureau? Mais, c'est notre maison. Depuis 13 ans. Tous nos meubles sont là. Ma vie est là. C'était mon bureau dans lequel j'acceptais de t'héberger, Mathieu. Une nuance importante, ai-je corrigé, savourant chaque mot. Tu aurais dû lire le bail que j'ai signé avant notre mariage. Mais tu étais trop occupé à être un homme de terrain pour t'occuper de la paperasse, n'est-ce pas? Il y eut un autre silence, puis il a semblé se souvenir de la raison de sa colère initiale. Mais l'argent, a-t-il soudainement rugi, retrouvant sa voix. Tu te moques de moi? Et ma pension? Tu m'as dit oui pour le divorce. Tu m'as dit oui. Tu dois me payer les 1 000 euros. Cette fois, je n'ai pas pu retenir un petit rire. C'était un rire sec, sans joie, mais il venait du plus profond de moi. C'était un rire de libération. Mathieu, ta logique est fascinante. Vraiment. 1 000 euros, c'était ta demande. Ce n'était en aucun cas mon accord. Il y a une différence fondamentale entre les deux. Tu m'as demandé le divorce, j'ai accepté le divorce. C'est tout. Le reste, c'est de la négociation. Et tu es en très mauvaise position pour négocier. Tu ne peux pas faire ça, bafouilla-t-il. J'ai des dépenses. J'ai des engagements. Karine. Ah, Karine, ai-je dit, mon ton devenant glacial. Oui, parlons-en. Mathieu,
Je pense que tu devrais surtout t'inquiéter de l'appel que tu vas recevoir de mon avocat. Il s'appelle Maître Dubois. Il est très méticuleux. Il adore les chiffres, tout comme moi. De quoi tu parles? Quel avocat? Je suis une stratège, Mathieu. Tu te souviens? La fille qui joue avec les chiffres. Je garde des traces de tout. Maître Dubois a un dossier très détaillé. Un dossier de plusieurs kilos. Il contient notamment une estimation du loyer que tu as oublié de payer pendant 13 ans en vivant dans mon bureau. Il contient aussi tous les relevés de cartes de crédit prouvant tes séjours à l'hôtel près de l'aéroport avec Karine, ce qui constitue une faute grave. Très grave, en fait. Il a aussi les témoignages du personnel de l'hôtel. Le silence à l'autre bout du fil était total. Je pouvais presque l'entendre transpirer. Alors non, Mathieu, je ne te donnerai pas 1000 euros. Mais ne t'inquiète pas, mon avocat va t'expliquer en détail tout ce que toi, tu me dois. Cela s'appelle des dommages et intérêts pour préjudice moral. Bonne chance pour trouver un nouvel appartement. J'ai entendu dire que les loyers à Lyon avaient beaucoup augmenté. Surtout pour un couple sans garantie. J'ai raccroché. Il a rappelé. 30, 40 fois. J'ai éteint le téléphone. La première phase de ma stratégie était terminée, déstabiliser l'ennemi. Le couper de sa base, la maison, et de ses ressources, mon argent. Je savais exactement ce qu'il allait faire. Sans maison et sans argent, paniqué, humilié, il allait courir vers le seul endroit qui pouvait l'accueillir, la maison de ses parents à Écully. Et c'était exactement là que je voulais qu'il soit. Pour la phase 2. Je me suis levée de mon lit dans la clinique, plus forte que je ne l'avais été depuis 2 ans. La maladie était toujours là, un monstre tapi dans l'ombre, mais la volonté de vivre, la volonté de justice, était plus puissante. La phase 2 allait commencer, la confrontation finale. J'ai obtenu une permission de sortie temporaire de la clinique. J'ai pris le temps de me préparer. J'ai mis une robe simple mais élégante, je me suis maquillée avec soin pour cacher la pâleur de ma maladie. Je voulais avoir l'air de tout sauf d'une victime. J'ai pris un taxi jusqu'à Écully, la banlieue chic où vivaient les parents de Mathieu. Je dois être honnête, j'aimais mes beaux-parents. C'étaient des gens droits, de la vieille bourgeoisie lyonnaise, stricte mais juste. Ils m'avaient toujours traité comme leur propre fille, malgré ma bizarrerie de travailler à la maison et notre choix de ne pas avoir d'enfants. Ils méritaient d'entendre la vérité de ma bouche, pas la version déformée de leur fils. Quand je suis arrivée, l'ambiance était électrique. La voiture de Mathieu était garée en catastrophe devant le garage, à moitié sur le trottoir. Des valises étaient visibles sur la banquette arrière. J'ai sonné. C'est ma belle-mère, Hélène, qui m'a ouvert. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Quand elle m'a vue, elle a eu un hoquet de surprise, puis m'a prise dans ses bras. Ariane, ma chérie, entre. Il est là. Ils étaient dans le salon. Le grand salon bourgeois, avec les meubles anciens et les portraits de famille. Mathieu, affalé sur le canapé Louis XVI, l'air d'une victime tragique. Et Karine, à côté de lui, essayant de jouer la nouvelle belle-fille parfaite, mais semblant visiblement mal à l'aise dans ce décor qui n'était pas le sien. Elle était déplacée. Ariane, a crié Mathieu en se levant. Il a joué la carte de l'indignation. Tu oses venir ici? Après nous avoir jetés à la rue? Devant mes parents? Mon beau-père, Jacques, s'est levé. C'est un homme imposant, à la voix grave. Il a fusillé son fils du regard. Mathieu, tais-toi. Ariane, assieds-toi. Ton avocat nous a appelés ce matin. Il nous a expliqué la situation de l'appartement. Maintenant, explique-nous ce qui se passe. Avant que je puisse ouvrir la bouche, Mathieu a repris la parole, se tournant vers ses parents, sa voix pleine d'une fausse vertu. Papa, maman, c'est simple. Ariane est devenue folle à cause de sa maladie. Elle est paranoïaque. Elle nous met dehors. Mais ce n'est pas grave. Il a attrapé la main de Karine et l'a tirée vers lui. Parce que Karine et moi, nous nous aimons. Nous allons nous marier. Nous allons enfin fonder une vraie famille. Et là, Karine a joué sa carte maîtresse.
La carte qu'ils avaient sans doute gardée pour le grand final. Elle s'est levée, posant théâtralement sa main sur son ventre encore plat. « Et, je suis enceinte » a-t-elle murmuré, les larmes aux yeux, regardant ma belle-mère. « Vous allez être grands-parents. D'un vrai petit enfant. De votre sang. » Ma belle-mère a laissé échapper un hoquet et s'est agrippée à la cheminée pour ne pas tomber. Mon beau-père est devenu pourpre. Mathieu souriait, persuadé d'avoir gagné. Il pensait que l'annonce d'un héritier effacerait tout le reste. Il pensait que ses parents, si traditionnels, allaient me chasser et les accueillir à bras ouverts. Karine me regardait, un sourire de triomphe absolu sur le visage. Elle pensait qu'elle avait gagné. Elle pensait m'avoir pris mon mari, ma maison, et maintenant, ma belle famille. Elle pensait m'avoir tout pris. Elle croyait vraiment avoir joué sa carte maîtresse. Elle ne savait pas que j'avais encore tout le jeu en main. Et que la prochaine carte, ce n'était pas moi qui allais la jouer. Le silence dans le salon était lourd, épais. Mathieu et Karine savouraient leur effet. Mon beau-père semblait avoir du mal à respirer, sa mâchoire contractée. C'est à ce moment-là que la sonnette a retenti à nouveau. Ma belle-mère, confuse, a jeté un regard vers la porte. Mais qui ? Elle est allée ouvrir. Bastien est entré. Il tenait fermement la main de sa fille de 8 ans, Léa. L'effet a été instantané. Qu'est-ce qu'il fait là ? A bafouillé Mathieu, son assurance commençant à s'effriter sérieusement. Karine est devenue livide. Plus pâle que moi après une séance de chimio. Bastien. Qu'est-ce que tu fais ? Tu n'as rien à faire ici. C'est une affaire de famille. Bastien l'a ignorée, comme si elle était un meuble. Il s'est adressé à mes beaux-parents avec un calme olympien, un calme qui faisait froid dans le dos. Bonjour monsieur, madame. Je suis Bastien, l'architecte. Et le mari légal de Karine. Je suis désolé de m'immiscer, mais il y a quelques clarifications à apporter. J'ai été prévenu de cette réunion par Maître Dubois. Il s'est tourné vers Karine, son regard la transperçant. Premièrement, cette grossesse, si elle est réelle, ce dont je doute fort, ne fera de personne un petit enfant légitime. Karine, tu n'as même pas encore reçu ma demande de divorce. Tu es toujours ma femme. Légalement. Karine a essayé de protester, ouvrant et fermant la bouche comme un poisson hors de l'eau, mais les mots ne sortaient pas. Mathieu, voyant son plan s'effondrer, est devenu hargneux. Et alors ? Ça change quoi ? Ce n'est que de la paperasse. Tu n'es qu'un. Deuxièmement, continua Bastien, imperturbable, sa voix coupant celle de Mathieu. Il s'est tourné vers Léa. Karine a tenté une dernière manipulation. Une performance digne d'une mauvaise pièce de théâtre. Elle s'est précipitée vers sa fille, tendant les bras, jouant la mère éplorée. Léa, mon amour. Viens voir maman. Dis-leur comme tu veux que nous soyons une famille avec tonton Mathieu, n'est-ce pas ? Dis-leur comme il est gentil avec toi. Léa a reculé, s'agrippant à la jambe de Bastien. Puis, la petite fille de 8 ans, qui avait tout entendu, a levé les yeux. Elle n'a pas regardé sa mère. Elle a regardé Mathieu. Sa petite voix était claire et tranchante, remplie d'une colère d'enfant qui est la plus pure de toutes. Mon papa, c'est Bastien. Puis elle a pointé un doigt accusateur vers Mathieu. Tu es méchant. Tu as fait pleurer maman Karine avant. Et tu as rendu Tati Ariane malade. C'est toi le méchant. Le silence qui a suivi était total. L'accusation d'un enfant a plus de poids que n'importe quel discours d'avocat. Mathieu, acculé, sonné, a explosé. Il a ri. Un rire aigu, hystérique, terrifiant. Une famille brisée. C'est génial. Et vous allez vivre de quoi, hein ? Des petits dessins de Bastien ? Et toi, Ariane ? Il s'est tourné vers moi, son visage déformé par la haine pure, le masque tombé. Tu n'as même pas à t'en soucier. Tu es en train de mourir, de toute façon. Il l'avait dit. Devant ses parents. Le mot « mourir » est resté suspendu dans l'air. Ma belle-mère a fondu en larmes, s'effondrant sur une chaise. Mon beau-père serrait les poings à s'en faire blanchir les jointures.
C'était l'ouverture dont ma stratégie avait besoin. C'était le moment de l'échec et mat. Mourir, ai-je répété doucement. Ma voix était basse, mais elle a porté dans tout le salon. C'est ce que tu crois, Mathieu? C'est ce que tu espères? Je me suis levée, lentement. Toute la pièce me regardait. J'ai senti la douleur de ma cicatrice, mais je l'ai ignorée. Non, Mathieu. Je ne suis pas en train de mourir. Je suis en rémission. Les médecins sont très optimistes. Mais tu as raison sur un point. Je n'ai pas à m'en soucier. Je me suis tournée vers lui. Mon regard a croisé le sien, et pour la première fois, il n'a pas pu le soutenir. Tu sais, Mathieu, pendant 13 ans, tu t'es moqué de mon non-travail. Tu m'as vu comme une femme au foyer qui jouait sur son ordinateur, n'est-ce pas? Il m'a regardé avec mépris, tentant de retrouver sa contenance. Et alors? C'est la vérité. Tu ne rapportais rien. Rien? Vraiment? J'ai sorti mon téléphone professionnel. Celui qui ne me quittait jamais. Celui qu'il n'avait jamais vu, pensant que c'était un vieux gadget. Tu t'es déjà demandé ce que je jouais exactement? J'ai ouvert une application. J'ai marché lentement vers Karine, qui me regardait avec des yeux ronds, comme un animal pris au piège. J'ai tourné l'écran vers elle. Pendant que tu jouais à la maîtresse avec mon mari, moi, je jouais à la consultation stratégique pour des fonds d'investissement en biotechnologie. Tu vois ce chiffre, Karine? Elle a plissé les yeux. J'ai zoomé. J'ai montré l'écran à mon beau-père, qui s'est approché. L'année dernière, ai-je annoncé, ma voix claire et forte, pendant que j'étais en chimiothérapie, pendant que vous complotiez pour me prendre ma maison, mon petit jeu m'a rapporté, après impôt, 450 000 euros. 450 000 euros. Le silence. Un silence absolu, assourdissant. Le seul son était le hoquet de ma belle-mère. Karine a porté la main à sa bouche, ses yeux exorbités, fixés sur le chiffre. J'ai vu son cerveau calculer. J'ai vu le moment exact où elle a compris. Elle n'avait pas quitté un architecte qui réussit pour un simple directeur commercial. Elle avait trahi son ami incroyablement riche pour un homme qui, comparé à moi, était fauché. L'ironie était délicieuse. Mon beau-père a levé les yeux de l'écran vers moi, et pour la première fois, j'ai vu non pas de l'affection, mais un respect professionnel. Il a hoché la tête, lentement. Et Mathieu? Mathieu est devenu blême. D'un blanc cireux, fantomatique. Le sang a quitté son visage si soudainement que j'ai cru qu'il allait s'évanouir. Blême. Exactement comme le disait la promesse de mon histoire. 400, bafouilla-t-il. Non, c'est impossible. Tu mens. Puis, l'impensable s'est produit. Le mépris a disparu, la haine s'est évaporée, remplacée par une panique abjecte, reptilienne. Il s'est précipité vers moi. Il a essayé de prendre mes mains. Il est tombé à genoux. Ariane. Chérie. Écoute. Il pleurait. De vraies larmes de crocodile, épaisses. J'étais perdue. J'étais stressée par ta maladie. J'avais peur de te perdre. Je ne le pensais pas. C'est Karine qui m'a séduit. Elle m'a manipulée. Nous pouvons arranger ça, n'est-ce pas? Toi et moi. Nous pouvons tout recommencer. Je vais la quitter. Maintenant. Dis-moi que nous pouvons arranger ça. Il me suppliait. Cet homme qui, une heure auparavant, m'avait dit que je mourrais de toute façon, me suppliait maintenant de le reprendre, les yeux fixés non pas sur mon visage, mais sur l'écran de mon téléphone. Je l'ai regardé, cet homme pathétique, cette coquille vide de l'homme que j'avais autrefois aimé. Je l'ai laissé s'humilier. Je l'ai laissé ramper. Et puis, j'ai prononcé la phrase que je répétais dans ma tête depuis 2 ans. Mathieu, ai-je dit, ma voix tranchante comme du verre. Je l'ai forcé à lever les yeux vers moi. Je suis une stratège. Et ma stratégie, maintenant, est de m'assurer que tu ne toucheras jamais un seul centime de cet argent. J'ai retiré mes mains des siennes comme si je touchais quelque chose de sale. Quant à ta demande de pension de 1 000 euros,
c'est une excellente idée. Vraiment. Sauf que c'est toi qui vas me la payer. Maître Dubois t'expliquera les détails du calcul. Ce fut la fin. Ce qui s'est passé ensuite fut rapide et brutal. Mon beau-père, un homme d'honneur avant tout, était mortifié par le comportement de son fils. Mathieu travaillait dans son entreprise familiale de distribution. Le lendemain, il était licencié pour faute grave. L'histoire de l'adultère, de son comportement abject à l'hôpital et de sa tentative d'extorsion s'est répandue comme une traînée de poudre dans le petit monde de la bourgeoisie lyonnaise. Personne ne voulait plus l'embaucher. Mon procès en divorce a été une formalité. La faute était prouvée de manière écrasante. Les relevés d'hôtel, les témoignages, tout y était. Acculé par les dettes, mon avocat a exigé le remboursement des 13 ans de loyer que j'ai pu prouver être à la charge de ma société, plus des dommages et intérêts considérables pour le préjudice moral. Il a fait faillite. La dernière nouvelle que j'ai eue de lui? Mon beau-père, dans un dernier acte de pitié mêlé de punition, l'a envoyé sur un chalutier de pêche en Bretagne, appartenant à un vieil ami. Un travail manuel, difficile, dans le froid. Lui qui détestait avoir froid aux mains, lui qui mettait des gants pour sortir les poubelles. Le karma, en effet. Quant à Karine, sa vie s'est également effondrée. Bastien a demandé le divorce, au vu de l'adultère prouvé et de la tentative de manipulation avec la soupe. Madame Renaud, ma colocataire de chambre, a témoigné avec un plaisir non dissimulé, décrivant la scène avec un talent de comédienne. Il a obtenu la garde exclusive de Léa. La grossesse s'est mystérieusement évaporée dès que l'argent de Mathieu a disparu. Sa propre famille, honteuse, lui a tourné le dos. Je l'ai aperçue l'autre jour, en venant voir mes anciens beaux-parents. Elle scannait des articles à la caisse d'un carrefour à Vénissieux. Elle n'a pas levé les yeux. Et moi? Ma maladie est en rémission stable. J'ai quitté Lyon. J'ai vendu l'appartement. J'ai acheté une maison près d'Annecy, avec une vue imprenable sur le lac. L'air y est plus pur. Bastien et Léa sont venus me rendre visite. Puis ils sont revenus, de plus en plus souvent. Ce n'est pas une grande histoire d'amour passionné. Pas encore. Nous sommes deux survivants, deux âmes logiques qui ont été cabossées par la vie. Nous reconstruisons, lentement. Nous regardons Léa faire ses devoirs, nous buvons du thé en silence en regardant le lac, et c'est paisible. C'est réel. L'argent? Il est toujours là. Il me permet de travailler moins, de choisir mes missions, de me concentrer sur ma santé et sur les choses qui comptent. Il m'a donné la liberté. La liberté de dire non. Mon histoire se termine ici. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. La trahison est un poison, une pilule amère à avaler. Mais pour moi, elle a aussi été un révélateur. Elle m'a forcé à voir ma propre valeur, une valeur que j'avais cachée, même à moi-même, par peur de faire de l'ombre à l'homme que j'aimais. Avez-vous déjà dû utiliser votre intelligence, votre cerveau stratégique, pour vous sortir d'une situation terrible? Avez-vous déjà dû vous battre contre ceux qui vous sous-estimaient ou vous trahissaient? Partagez vos propres histoires de résilience dans les commentaires ci-dessous. Racontons-nous comment nous avons survécu. Guérissons ensemble. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réagir, n'oubliez pas de laisser un « j'aime », de la partager avec quelqu'un qui a peut-être besoin d'entendre qu'on peut s'en sortir, et bien sûr, de vous abonner à la chaîne pour plus de récits sur la vie, la trahison, et la force incroyable que nous avons tous en nous. Nous méritons tous un avenir meilleur.